Bonjour Philippe Cabestan. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes professeur en classe préparatoire et président de l'école française d'analyse existentielle qui revendique l'héritage d'être étant, d'ailleurs vous nous expliquerez comment. Mais avant cela, quelques dates et données utiles pour commencer. Heidegger, puisque c'est de lui qu'il s'agit cette semaine, est né en 1889 à Meßkirch, en Allemagne. Il finit sa thèse de doctorat en 1914. Devient professeur à l'université de Marbourg, fief des néo-kantiens en 1923, mais un obstacle l'empêche d'être titularisé, il n'a pas assez publié. C'est donc dans l'urgence, pour des raisons administratives, qu'il rassemble à la hâte des notes et paragraphes qui devaient donner lieu à un ouvrage, et qu'il décide de publier donc Être étant, paraît en 1927. C'est un ouvrage exaltant, passionnant, mais aussi difficile, exigeant, parfois écrit en grec dans le texte, et qui prétend, dans l'héritage de Husserl, apporter quelque chose de résolument nouveau à la philosophie. Il s'agit de prendre au sérieux, c'est-à-dire d'affronter la question de l'être que 25 siècles de métaphysique auraient tout simplement laissé de côté. Alors la mort, le bavardage, le monde, tous les aspects de l'existence humaine sont abordés afin de définir ce qu'est l'être et ce que signifie une existence authentique. Rappelons que l'ouvrage rencontre très vite un succès universitaire et ouvre des décennies de polémiques encore bien vivantes aujourd'hui quant à l'apport réel de ce texte dans l'histoire de la philosophie. Récemment, la traduction en français d'une partie des Cahiers noirs de Heidegger, dans lequel il soutient des propos explicitement antisémites, a ravivé rétrospectivement les polémiques autour de l'œuvre de ce philosophe qui, 6 ans après la publication d'Être étant, alors qu'il était recteur de l'université de Fribourg, avait pris sa carte au Parti national-socialiste allemand, le parti nazi, qui ne le rendra qu'en 1944. Alors Philippe Cabestan, quand on ouvre Être étant, qu'est-ce qu'on y lit? Qu'est-ce qu'on y trouve? Et d'abord, comment lit-on ce texte difficile d'accès? Est-ce qu'on le lit d'un bout à l'autre ou est-ce qu'on peut s'intéresser à un paragraphe qui fait plus envie qu'un autre? Il faut reconnaître que Être étant ne se laisse pas lire comme un roman de gare, si je puis dire. C'est la moindre des choses que de le concéder. Ça, il faut le reconnaître, c'est un livre difficile, c'est un livre très technique, c'est un livre qui effectivement recourt parfois au grec, mais en gros, la grande difficulté, c'est bien sûr, je dirais, la traduction. Parce que le texte de Heidegger recourt souvent, en fait, à la langue courante allemande et parfois la traduction française. Alors il y a plusieurs traductions, hein. Il y en a deux, on va peut-être le voir. Il y a une traduction d'Emmanuel Martineau qui a été publiée en 86 et puis quelques mois après la traduction, j'ai envie de dire officielle parce qu'elle a été publiée chez Gallimard alors que celle de Martineau a été publiée à compte d'auteur. La publication, alors la traduction officielle si je puis dire de François Vézin en 86 et ces deux traductions se battent avec un texte qui est très difficile à traduire parce que c'est à la fois un texte technique et qui parfois recourt à la langue courante. Et bon, on est tenté parfois aussi de complexifier ou de rendre plus difficile la lecture par souci de rigueur, de précision, de fidélité au texte. Et en un sens, il y aurait une manière peut-être assez simple de commencer à lire Être étant, c'est de reprendre, alors on la trouve plus tellement dans le commerce, donc mon conseil n'est pas un très bon conseil, mais de reprendre une vieille traduction qui était la première traduction d'Être étant. Ça a été fait par Henri Corbin. Et Henri Corbin, à l'époque, évidemment, a beaucoup moins d'exigences par rapport, si on compare avec sa traduction de Vezin ou de Martineau. Il essaye surtout de faire connaître un texte. Alors, d'ailleurs, ce ne sont que des extraits d'Être étant, des extraits qui sont devenus très vite célèbres. Hein. C'est les passages sur le on, la dictature du on, sur la mort, l'angoisse, etc., l'être plein. Et, à mon avis, ce serait une bonne manière de commencer parce que là, on a une traduction relativement lisible. Mais il faut reconnaître que c'est un texte très difficile. Donc c'est une question de traduction, mais on peut aussi, c'est ce que vous venez de dire quand même, commencer par certains paragraphes qui nous parlent plus que d'autres. Oui, parce que Être étant quand même une succession de paragraphes, certains portent sur la mort, d'autres sur le Dasein, on va en parler, notion clé d'être étant. D'autres ont l'air plus proches de nous parce qu'ils parlent du bavardage, du règne du on, d'une existence inauthentique, et peut-être on se dit, voilà, ça, on peut commencer par là, c'est ça. J'aurais envie de dire, il ne faut pas oublier que Sein und Zeit, ou Être étant, est un texte de phénoménologie. Et quand on prononce ce mot, il faut être attentif à cette exigence de description. Et il y a des pages qui sont... La phénoménologie, c'est décrire les choses telles qu'elles nous apparaissent. Voilà, c'est décrire le phénomène, décrire l'outil. Ce que on dit parfois l'utile, parce que il y a un problème avec la traduction. Mais décrire, qu'est-ce que c'est qu'un outil? Qu'est-ce que c'est que cet outil qui se trouve d'abord dans un monde environnant? Ce monde environnant, il est aussi dans un monde, etc. Et parfois, il y a des descriptions qui sont très simples et qui sont tout à fait accessibles. Et en même temps, il faut reconnaître que la difficulté du texte tient aussi à son ambition. L'ambition de Heidegger n'est rien de moins que de renouveler totalement la
pensée philosophique en posant une question qui, selon lui, n'a jamais été posée, la question de l'être. Ou plutôt, qui a été occultée par la métaphysique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que la métaphysique se définit depuis Aristote ou depuis les lecteurs d'Aristote après lui, justement par le fait d'être la science de l'être en tant qu'être. Il semble que si la métaphysique a une utilité, une définition, c'est celle de justement essayer de définir ce qu'est l'être. Pourquoi Heidegger affirme que ce n'est pas le cas? Effectivement, là il y a un paradoxe parce qu'on pourrait dire, on aura envie de répondre à Heidegger que la question de l'être, on ne l'a pas attendue pour la poser et que au contraire, on la pose depuis des siècles. La réponse de Heidegger est au fond assez simple, c'est de dire oui, on l'a posée. Mais au même moment, où on l'a posé, on ne l'a pas posé. Je veux dire quelque chose de très simple, c'est qu'au moment où on l'a posé, on y a déjà répondu. On n'a pas saisi toute la profondeur, toute la complexité de la question de l'être. Et on va le voir tout de suite à propos du Dasein, c'est-à-dire, on va d'abord traduire très simplement, même si c'est faux, par l'être humain, on reviendra là-dessus. Mais on va se poser la question, que signifie être pour un être humain? Et là, Heidegger va dire, ça signifie quelque chose de bien particulier. Être pour un être humain n'a pas le même sens que être pour une chose. Être pour un être humain n'a pas le même sens peut-être que pour un étant comme Dieu, n'a pas le même sens que pour un être vivant, pour un animal. Et donc ici on voit d'emblée que la question de l'être, il faut la poser de telle sorte qu'on puisse s'interroger sur ce sens, et ce sens qui n'est pas évident. Quand je dis Dieu est ou Dieu existe, lorsque Descartes dit je pense, je suis, ou je pense donc je suis, peu importe la version, il prononce je suis, mais que signifie je suis? Il y a une sorte de fausse évidence, et c'est précisément cette évidence que Heidegger veut remettre en question, et notamment, il veut la remettre en question déjà à propos de ce qu'il appelle le Dasein. Alors, avant qu'on en arrive au Dasein, parce qu'on va entendre un texte, c'est une des choses qu'il éclaircit le plus rapidement dans ce texte. Restons un instant sur Descartes. Vous faisiez le parallèle avec le cogito cartésien. Ce que Heidegger peut reprocher à Descartes, c'est qu'en disant je pense, je suis, ou je pense donc je suis, il ne définit pas ce que veut dire être. Il ne définit pas le je suis. C'est qu'en fait, c'est ça ce que veut dire le fait que la philosophie se soit détournée de la question de l'être, c'est qu'à chaque fois qu'on réfléchit sur l'être, on ne le définit pas, on le présuppose. Or, rien n'est moins évident que le fait d'être. En réalité, il faudrait être encore un petit peu plus précis. Quand Descartes dit « alors, je pense donc je suis » ou « je suis, j'existe », effectivement, il ne se préoccupe pas tellement du « je suis », parce que pour lui, la réponse à la question « que signifie je suis » est évidente, et il la donne en fait dans la deuxième méditation « je suis une chose pensante ». Et donc on voit tout de suite ici que pour Descartes, la question de l'être, au fond, elle n'a pas à être posée, puisqu'il va de soi que je suis une chose pensante, une res cogitans, et donc là, il y a le concept de substance qui apparaît tout de suite, et bien qu'est-ce que je suis? Je suis une substance pensante. Ce qui est une manière d'esquiver la question. Ce qui est une manière à la fois de la poser, et ce que je disais tout à l'heure, c'est de la poser et justement de ne pas la poser, ou de ne pas y répondre, ou de l'occulter, puisqu'il n'y a pas de problème. De présupposer que ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Encore un dernier point, cette fois-ci conceptuel, pour comprendre le texte qu'on va entendre, Philippe Cabestan. Quelle est la différence que Heidegger formule dès les premières lignes de Être étant entre être et étant? Ça, c'est la grande question. Et il faut tout de suite être bien clair sur ce point, parce que sinon, on est vraiment embarrassé. L'étant, d'abord, ou les étangs, ce serait mieux. Les étangs, E-T-A-N-T. E-T-A-N-T, ou E accent aigu, T-A-N-T. Avec un S, on dit les étangs. Les étangs, c'est tout ce qui, d'abord, m'apparaît. Et donc, ce micro, puisque je suis face à un micro, est un étang. Cette bouteille d'eau, c'est un étang. Et vous-même, Adèle, vous êtes un étang. Première nouvelle. Première nouvelle. Donc d'abord, les étangs, c'est tout ce qui est. Et donc, on comprend bien la liaison entre le verbe être et la dénomination étant. Ce sont tout ce qui est. Sauf que les étangs, et c'est là la grande nouveauté, et d'ailleurs Sartre l'a bien noté ça, la grande nouveauté de Heidegger, c'est de se dire, mais les étangs n'ont pas le même mode d'être. Et donc ici, on va s'interroger sur l'être spécifique d'un étang qui est le Dasein. Et à ce moment-là, il faut bien distinguer entre l'étang, et alors Heidegger va dire saisi ontiquement, c'est-à-dire d'un point de vue purement ontique, du point de vue des autres étangs. Alors on peut dire, cette bouteille d'eau, par exemple, elle est différente du micro, il y a de l'eau à l'intérieur, cette eau est translucide, le micro a une couleur verte, etc. Donc on peut faire une description ontique, bien entendu, là. Des étangs. Et puis, on peut s'interroger sur le mode d'être de vous, Adèle, de cette bouteille d'eau, etc. Donc c'est pas la même chose de réfléchir sur l'être
en général et sur le mode d'être. Et on va même distinguer la question de l'être en général et puis la question de l'être de cet étant. Et là, alors évidemment, est-ce qu'on peut répondre? Alors ici, il faut aussi bien dire, ce sont des questions qui doivent rester peut-être énigmatiques. Et donc, celui qui dirait mais tout ça c'est très clair, très simple, peut-être qu'il n'affronterait pas ce qui pour Heidegger est fondamental, c'est l'énigme de la question de l'être en général. Donc si on n'a pas compris, c'est bon signe. C'est plutôt bon signe. En fait, on a tout compris. Bon, on va très bien vous rassurer tout le monde. On va écouter un extrait tout de suite du paragraphe 2 d'être étant de Martin Heidegger, interprété par Yvan Moran. Élaboration de la question de l'être veut donc dire rendre transparent un étant, celui qui questionne, en son être. En tant que mode d'être d'un étant, le questionné de cette question est lui-même essentiellement déterminé par ce qui est en question en lui, par l'être. Cet étant que nous sommes toujours nous-mêmes et qui a, entre autres, la possibilité essentielle du questionner, nous le saisissons terminologiquement comme Dasein. La position expresse et transparente de la question du sens de l'être exige une explication préalable adéquate d'un étant, le Dasein, au point de vue de son être. Mais pareille entreprise ne se meut-elle point dans un cercle manifeste? Devoir d'abord nécessairement déterminer un étant en son être, puis, sur cette base, vouloir poser seulement la question de l'être. Qu'est-ce d'autre que tourner en rond? Il est 10h13 sur France Culture, vous écoutez Les Chemins de la Philosophie et John Cage à la suite d'un texte de Heidegger, un extrait de Être étant interprété par Yvan Moran, dans lequel on entend Philippe Cabestan, ce concept clé désormais introduit, le Dasein. Alors, première chose, on peut traduire le Dasein, c'est l'être là en allemand, oui. Si, mot à mot. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas traduit en français? C'est pour nous compliquer la tâche. C'est un sujet de discussion, j'ai envie de dire sans fin, parce qu'il y a eu plusieurs possibilités, il y a eu plusieurs tentatives. En fait, la première tentative, justement, que j'évoquais avec Corbin, c'était la traduction de Dasein par réalité humaine. Alors là, j'ai envie de dire, les heideggeriens orthodoxes ont levé les bras au ciel, ça convenait pas du tout, ça avait été repris par Sartre, c'était rien comprendre à la chose, etc. Donc, exit réalité humaine. Il y a une autre possibilité qui était de traduire Dasein, mot à mot. Sein, en allemand, c'est être, da, c'est là. Et donc, quelqu'un proposait être là. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Non, on comprend assez bien d'ailleurs. L'être là, c'est le fait d'être là, oui. Et puis, là-dessus, si j'ai envie de dire, si je peux dire, Heidegger a mis son grain de sel, il a dit, mais cette traduction, elle ne va pas. Ah, c'est lui qui s'y est opposé. Entre autres. Et il s'y est opposé pour une raison qui me semble juste, qui me semble tout à fait juste. C'est que, quand on parle du Dasein comme d'un être là, en fait de l'homme, on reviendra là-dessus, mais quand on parle du Dasein de l'homme comme un être là, on attire l'attention sur une dimension qui n'est peut-être pas celle sur laquelle Heidegger voudrait attirer l'attention. Je veux dire que quand vous dites qu'un être est là, on attire son attention sur le fait qu'il est, et qu'il est ici ou là, une détermination spatiale. Et donc, attirer l'attention sur cette détermination spatiale, effectivement, le Dasein est là, manque l'essentiel. L'essentiel pour Heidegger, c'est, on vient de l'entendre, même très rapidement, et c'est ça qui signe l'être de l'homme, et non pas son étant. L'essentiel, c'est que le Dasein, l'homme, est en relation à l'être. L'essentiel, c'est que le Dasein, il s'interroge sur son être. Il s'interroge sur son être, alors on peut le prendre de manière très très simple, il s'interroge sur son être, il se demande qu'est-ce qu'il fait là, d'où il vient, etc. On peut prendre les questions formulées de manière très vague, mais ça c'est l'essentiel. Le Dasein, il s'interroge sur son être, et en s'interrogeant sur son être, il est alors ouverture à la question de l'être, ouverture à l'être. Donc l'homme est celui qui s'interroge sur son être. C'est le seul qui a la possibilité, la faculté de s'interroger sur son être. Et quand il s'interroge sur son être, il n'est jamais aussi homme
que lorsqu'il s'interroge sur son propre être. Et là, on rejoint la question de l'humanisme, à laquelle Heidegger a consacré un livre. Justement, ce qui fait l'humanité de l'homme, il le soulignera bien sûr dans la lettre sur l'humanisme, ce qui fait l'humanité de l'homme, ce qui le distingue des autres états, ce qui fait son être, c'est qu'il s'interroge sur son être, qu'il s'interroge sur l'être, de telle sorte que Dasein, maintenant si on comprend bien, Dasein signifie être... alors, Heidegger avait proposé être le là. C'est pas formidable, hein. C'est difficile de tenir au long des 500 pages, hein. Mais on comprend l'idée. Être là, c'est-à-dire être le là qui est en fait l'ouverture à l'être, l'ouverture à la question de l'être. Alors, au fond, c'est pas si mal. On n'a pas traduit. On aurait pu, moi, je traduirais volontiers, mais pour d'autres raisons, Dasein par existant, peut-être. Ce serait une possibilité. Mais on manquerait le verbe être. Donc, le plus simple, peut-être, c'est de garder Dasein. Et puis, je vous dirais, on s'y habitue très vite. C'est pas vraiment un problème, ça. On peut de toute façon, dans la mesure où beaucoup du vocabulaire employé de toute façon peut paraître un peu, n'est pas familier forcément du lecteur, on peut tout à fait accepter Dasein comme un autre concept. Mais l'idée très importante qu'on entend dès les débuts, dès la définition du terme même de Dasein, c'est qu'elle est quand même indissociable de la notion d'ouverture. Vous l'avez dit, c'est-à-dire d'ouverture forcément à qui ? Aux autres ou au monde, et de la question du temps. C'est à travers la question du temps que le Dasein peut se saisir lui-même. Et là, peut-être, est-il temps, si j'ose dire, de s'intéresser au deuxième terme du titre de ce livre. Être et temps, c'est bien que l'un ne se pense pas sans l'autre. Oui, parce que, d'abord, on pourrait dire que ce qui caractérise le Dasein, ou l'homme, c'est sa temporalité. C'est ce qui après va être repris dans la notion de souci, mais en un sens très très particulier, cette idée que le Dasein est toujours en avant de lui-même. Il est toujours en arrière de lui-même. Il est auprès des choses en étant en avant et en arrière de lui-même. Bref, la temporalité est une détermination fondamentale du Dasein. Et, pour Heidegger, la question du sens de l'être, elle va être reprise justement à partir de cette temporalité, à partir de la question du temps. Et donc on comprend bien que le titre c'est être et temps, parce qu'il faut penser la temporalité de l'être. Et c'est le premier à penser la temporalité de l'être ? Alors, on pourrait dire que, en un sens, non. Parce qu'on a Bergson, nous Français, si je puis dire, pour faire un peu de patriotisme philosophique. Alors, et là, on rentre dans des questions, la question de savoir si Bergson pense véritablement l'être, à partir du temps, ou est-ce qu'on n'est pas dans une philosophie de la vie ? Là, je dirais que c'est des considérations. Mais moi, je serais tenté de rappeler, d'ailleurs, Heidegger le sait, qu'il y a quand même en France un homme qui a accordé autant qui a reconnu autant cette dimension fondamentale, c'est Bergson, effectivement. Donc, en quoi est-ce que sa position est absolument nouvelle ? Lier l'être au temps. C'est-à-dire que ici, je dirais que pour Bergson, c'est la vie. C'est la vie. Et donc, je dirais que la critique de Heidegger par rapport à Bergson, on pourrait la résumer ainsi en disant que Bergson ne s'élève pas encore véritablement à la question de l'être. Il en reste à un étant, la vie, qu'il oppose à la matière, mais il ne pose pas encore véritablement la question de l'être et du temps. Voilà, ce serait pour résumer. Oui. Heidegger l'affronte et on va voir dans un instant quelles conséquences il en tire. Avant d'en arriver à la prise en compte la plus aiguë, sans doute, de la temporalité de notre existence, qui est la mort, l'imminence et la possibilité extrême qu'est la mort, arrêtons-nous avant, au paragraphe 12 d'être et temps. On a cette question, finalement, sur ce qu'est l'être au monde. Vous avez dit, le Dasein, c'est le fait d'être là, d'être ouvert aux autres, d'être ouvert au monde. Il faut bien entendre ici la distinction, le fait d'être au monde et le fait d'être dans le monde. En clair, l'homme n'est pas dans le monde, comme l'eau se trouve dans un verre d'eau. Oui. Là, il y a une distinction qui est très importante parce que, à nouveau, on touche du doigt la question de l'être du Dasein dans sa spécificité. Effectivement, quand on dit « dans », par exemple, l'eau est dans la bouteille, on a une compréhension du dans qui est très particulière, qui est une compréhension spatiale. On est donc dans un vocabulaire spatial, le dans a une signification spatiale. Et là, je trouve que la traduction, elle est bonne. Parce que justement, au lieu de traduire mot à mot, j'ai envie de dire bêtement, être dans le monde, les traducteurs ont préféré dire être au monde. Pour souligner justement le fait que l'homme, et on va essayer d'expliquer que ce point, l'homme, n'est pas au monde comme le verre
Comme l'eau. Comme l'eau, pardon. L'eau est dans le verre, excusez-moi, oui. Hein, c'est pas du tout la même relation. Il faut donc pas saisir la relation du Dasein au monde comme une relation spatiale. C'est une relation qui est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus profonde. Je dirais d'abord que le Dasein est ouverture à l'être, ouverture au monde. Et déjà, dire cela, c'est se tenir à distance la relation qu'on établit, qui est une relation spatiale entre l'eau et le verre. Le Dasein, il est au monde, et plus exactement, parce que ici, il faut préciser ce que signifie monde. Monde a un sens ici un peu particulier. Habituellement, qu'est-ce qu'on appelle le monde? Alors parfois, on confond le monde et la Terre. On confond le monde et l'univers. Non. Il faut considérer que le monde, justement, c'est pas seulement la totalité des étangs, la totalité de ce qui est, mais le monde, c'est ce à partir de quoi je saisis, ou nous saisissons, ce serait mieux d'ailleurs, de rétablir l'intersubjectivité, c'est ce à partir de quoi je ou nous saisissons ce qui apparaît, les étangs. Et donc ici, le monde, c'est la condition de possibilité, on pourrait dire, de l'apparaître. C'est ce que nous projetons au-delà de l'étang, pour employer le vocabulaire de Heidegger, c'est ce que nous projetons au-delà de l'étang, puisqu'il y a bien sûr... Je sais que nous sommes dans Paris, que là il y a la Tour Eiffel, etc., il y a la France, etc. C'est ce que nous projetons au-delà de l'étang, et c'est ce qui est la condition d'apparaître de l'étang. D'apparaître, c'est d'ailleurs tout d'abord, tout simplement, de ce que je perçois aussi. Donc l'être humain, qu'est le Dasein, donc qui s'interroge sur lui-même, est un être qui est profondément, non seulement ancré dans un certain monde, ouvert au monde et ouvert aux autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une forme de solitude, en fait. Tout à fait. Et même là, on pourrait ajouter une petite précision. Je dirais que Heidegger n'envisage jamais le Dasein de manière solitaire. Dans le texte que vous avez lu, d'ailleurs, il est question du nous. Et c'est intéressant un peu. Peut-être que c'est une surinterprétation, je ne crois pas. Descartes dit je. Je pense, je suis. Descartes, il dit nous sommes les étangs. Nous sommes ces étangs. Les étangs dont je parle, c'est nous. Il dit nous, pourquoi? Parce que pour Heidegger, ce qu'il appelle le Dasein, donc, est toujours, il dit mit-Sein, mit-Dasein. Ça veut dire que on est toujours avec. Un homme seul, ça n'existe pas. C'est une abstraction. Et donc, il faut partir du nous au sens où les autres sont en nous et nous sommes dans les autres. Il n'y a pas de solitude. Et ici, il y a une dimension fondamentale des relations humaines, parce que la relation humaine est constitutive de l'être du Dasein. Et donc ici, pour Heidegger, eh bien, le mythe, ce qu'il appelle le mythe, c'est le fait d'être avec d'autres. Cette dimension, il l'appelle ontologique. Ontologique parce qu'elle est constitutive de l'être du Dasein. Alors, on va revenir sur ce que cela implique. Le fait, c'est peut-être une des premières surprises que l'on a en lisant ce texte. C'est quand on réfléchit sur la question de l'être, eh bien, on se rend compte qu'on n'est pas du tout seul et qu'on est toujours lié aux autres, ce qui montre qu'il y a une dimension sans doute éthique qui est inhérente à ce texte. Avant cela, écoutons un hommage que lui rend le philosophe Emmanuel Levinas, à ce texte « Être étant, Sein und Zeit » en allemand. Alors beaucoup on parle en donnant le terme allemand, de même qu'on parle de Dasein, ce qui ne facilite rien à l'affaire et à la complexité même et de l'accès même à ce texte. Écoutez Levinas raconter comment il a reçu et comment il reçoit encore au moment où il parle ce texte d'Être étant. Et puis ensuite on va entendre un extrait d'Être étant qui va amener une autre dimension beaucoup plus tragique cette fois-ci. Et vous nous direz, Philippe Cabestan, comment ce Dasein qui est ouverture au monde peut en même temps être traversé par un drame qui lui est absolument propre et qui est impartageable. Écoutez. J'ai trouvé le Sein und Zeit qu'on lisait autour de moi et j'ai eu pour ce livre très tôt une admiration très grande. C'est un des plus beaux livres de l'histoire de la philosophie. J'ai dit ça après plusieurs années de réflexion. Et non pas, c'est un des plus beaux livres, entre 4 ou 5 ou 6 de l'histoire de la philosophie. Oh, c'est très prétentieux de dire ça, mais enfin, c'est le Phèdre de Platon, c'est Critique de la raison pure, c'est la phénoménologie de l'esprit, c'est aussi les données immédiates de la conscience, Bergson. Et alors... évidemment d'admiration pour Heidegger, et surtout, parce qu'uniquement l'admiration pour Sein und Zeit. La mort est une possibilité d'être que le Dasein a chaque fois
à assumer lui-même. Avec la mort, le Dasein a rendez-vous avec lui-même dans son pouvoir-être le plus propre. Dans cette possibilité-là, il y va purement et simplement pour le Dasein de son être au monde. Sa mort est la possibilité de ne plus être Dasein. Si le Dasein est imminent à lui-même sous la forme de cette possibilité de soi, il est complètement renvoyé à son pouvoir-être le plus propre. Quand il est ainsi imminent à lui-même, toutes ses relations au Dasein d'autrui sont dénouées. Cette possibilité tout à fait propre, sans relation au Dasein d'autrui, est en même temps la possibilité extrême. En fait de pouvoir être, le Dasein n'est pas en mesure de dépasser la possibilité de la mort. La mort est la possibilité de la pure et simple impossibilité du Dasein. Aussi, la mort se révèle-t-elle comme la possibilité la plus propre, sans relation au Dasein d'autrui, indépassable. La mort comme la possibilité la plus propre, sans relation au Dasein d'autrui, indépassable. C'est sur France Culture que vous venez d'entendre cette phrase, un extrait d'Être étant de Heidegger qui nous accompagne toute cette semaine, aujourd'hui en compagnie du philosophe Philippe Cabestan. On va essayer de comprendre ce texte, le paragraphe 50 d'Être étant, qui est en fait un des peut-être des plus intuitifs, même si on passe outre la difficulté de la traduction, la phrase qui est toujours un peu difficile et qui va bien avec le martèlement des cordes de John Cage d'ailleurs, je trouve. Eh ben c'est en fait définir l'être, le Dasein, comme étant un être pour la mort, c'est dire qu'on ne peut jamais vraiment définir ce qu'est l'être et se définir soi-même en tant qu'être humain si on ne prend pas en compte cette possibilité nécessaire, dit Heidegger, qui est la mort elle-même. Oublier qu'on va mourir, c'est se détourner de ce qu'est l'être en vérité. Évidemment, on ne peut pas penser tout le temps à sa propre mort, même si, me semble-t-il, on ne la quitte jamais vraiment des yeux. Au sens où la mort, elle va structurer ma propre vie, ma propre temporalité, puisque je sais que mon existence est une existence finie. Et que, sans connaître le terme, sans connaître la date, le jour et l'heure, je sais qu'un jour, et à une certaine heure, je disparaîtrai, je mourrai. Et je ne peux pas en faire une abstraction. Alors je peux en permanence essayer de fuir cette échéance. Je peux essayer de me masquer le fait que je vais mourir. Et je peux essayer de me la masquer en disant, on meurt. Oui, il y a des gens qui meurent. C'est ce que dit Heidegger. Le recours au on, le recours au on. Pour ne pas dire je. Pour pas dire je, pour se protéger. Parce que, effectivement, la mort, elle fait peur. Mieux que cela, elle fait peur, elle suscite l'angoisse. Et on comprend bien là l'importance, à partir de ce mot, l'importance que Heidegger accorde à cet être pour la mort. Ici, peut-être l'expression être pour la mort est un peu embarrassante parce qu'elle peut induire en erreur. Heidegger ne veut pas dire que l'homme, le Dasein est né pour mourir. C'est pas exactement ça. C'est que il est en permanence, il a conscience de sa propre mortalité. L'homme est un mortel. Et même Heidegger distingue les animaux, en un sens, ne meurent pas, ils périssent. Parce que seul l'homme a ce rapport constant, seul le Dasein a ce rapport constant à ce terme de son existence qui est la mort. Et ici, cette détermination n'est pas anecdotique, elle n'est pas accidentelle. Pour Heidegger, on ne peut pas dire que on meurt par-dessus le marché. Là, j'utilise une expression de Sartre qui, lui, laisse de côté la mort. Pour Heidegger, non, on ne meurt pas par-dessus le marché parce que la mort est constitutive de mon être. Et le fait que je sois condamné à mourir, le fait que je suis condamné à mourir, est donc une détermination ontologique de mon être. Alors pourquoi c'est si important pour Heidegger? Parce que l'angoisse que j'éprouve face à la mort, cette angoisse, elle est aussi révélatrice de mon être, révélatrice de mon être au monde. Et ici, pour Heidegger, il y a en un sens une positivité de la mort. Parce que c'est parce que l'homme, le Dasein, est un être pour la mort, c'est parce qu'il a conscience que sa vie a un terme,
que le Dasein est aussi un être qui est ouvert à son propre être, à sa propre mortalité, qui est ouvert à son être au monde, en tant qu'il y est jeté, en tant qu'il y est étranger, en tant qu'être au monde est pour le Dasein quelque chose, mais être au monde, c'est pour le Dasein une source d'angoisse. Et en un sens, la mort, se confronter à la mort, c'est aussi prendre conscience plus largement de son propre être. Et l'angoisse que j'éprouve face à la mort, c'est l'angoisse qui envahit le Dasein lorsque il se considère dans le monde, lorsqu'il se considère comme être au monde et qu'il considère sa propre situation d'être jeté au monde. En d'autres termes, c'est parce que l'homme sait qu'il va mourir que sa vie a un sens. Et c'est pas l'inverse, c'est l'angoisse que l'on ressent qui nous révèle ce sens. Donc c'est à la fois ce qu'il y a de pire dans l'existence et peut-être ce qu'il y a de meilleur, parce que c'est à partir de ce moment-là où la vie peut changer. Juste avec toute petite nuance, c'est que c'est parce que la mort et mon être au monde est source d'angoisse que je vais m'interroger sur le sens. Parce que ce sens, dire que la vie a un sens, lequel ? Ce sens, il est énigmatique. Il est très énigmatique. Oui, le sens de la vie, c'est peut-être de s'interroger sur son sens. C'est vrai, faire de la philosophie. Mais donc, effectivement, la mort, dans ce dispositif, si je puis dire, a un rôle clé parce que la mort, c'est ce qui va conduire le Dasein, entre autres, à s'interroger sur son propre être, à se poser la question du sens de son être. Et donc ici, on voit bien que le Dasein a un être qui est radicalement différent de celui de l'animal. Et j'en profite pour juste préciser une chose qui me semble importante, c'est que si Heidegger dit Dasein et non pas homme, il pourrait dire homme. D'ailleurs, pour préparer l'émission hier, j'ai jeté un coup d'œil dans la lettre sur l'humanisme et c'est un texte qu'il écrira bien après Être étant, mais qui reviendra sur le test de et qui utilise plus facilement le mot homme, parce que je dirais peut-être parce que le destinataire n'est pas le même. Mais si Heidegger utilise dans Être étant le mot Dasein, c'est pas une coquetterie, c'est pas du tout pour se distinguer grâce au ciel il est au-dessus de ça. Ce n'est pas une coquetterie, c'est précisément pour souligner qu'il s'agit pour lui de repenser complètement l'homme. C'est-à-dire de laisser de côté une entente, alors on va dire métaphysique, on peut dire une entente traditionnelle, de l'homme comme animal raisonnable. C'est précisément cette entente de l'être de l'homme que Heidegger veut mettre de côté, et dans la mesure où cette entente est comme inséparable du mot homme, ou Mensch en allemand, dans la mesure où cette entente est inséparable du mot, alors Heidegger propose un autre mot, et c'est le terme de Dasein, qu'on peut traduire par existence, mais qu'on peut garder tel quel, en comprenant bien que ce terme, c'est précisément pour essayer de penser à nouveau frais, selon une terminologie toute nouvelle, l'être de l'homme. L'être de l'homme comme être mortel, comme être avec d'autres, comme être au monde. Et là, vous voyez, on est, j'aurais envie de dire, on est très loin d'une entente, on va dire métaphysique, de l'homme. Oui, parce que Heidegger dit au début de l'ouvrage qu'il constate que la métaphysique et même le discours philosophique auraient esquivé la pensée de l'être, mais au fond c'est la pensée de la mort qu'elle a esquivée. Parce que ce n'est pas le premier à intégrer la mort évidemment dans la définition de l'être humain, mais c'est le premier sans doute à penser de manière aussi concrète la finitude humaine, à savoir que l'être humain va mourir, qu'il n'a pas une existence infinie, avec l'angoisse qui en découle et cette espèce d'exigence éthique et même de courage qu'il faut pour voir la mort bien en face. Rien n'est plus difficile, vous l'avez dit, on sait tous qu'on va mourir, mais on n'y pense pas. Et là, je dis on à dessein, c'est-à-dire que ça m'empêche de dire je, parce que c'est trop difficile de me le dire. Et pourtant, la pensée, le questionnement sur la vie elle-même ne vaut pas une minute de peine si l'on n'en a pas en face des yeux cette mort qui nous attend. Autrement dit, la temporalité du Dasein est une temporalité fondamentalement finie. C'est la temporalité d'un être, et là, Heidegger me semble quand même original, très, très original, parce que il pense le temps, et d'abord la temporalité du Dasein, à partir de sa finitude, et non pas comme on le fait par exemple dans le cadre d'une temporalité scientifique, à partir de l'infinité du temps qui serait sans commencement. C'est d'abord mon temps, c'est pas le temps, c'est mon temps. C'est d'abord le temps du Dasein, et ce temps, il est fini. Et je trouve que là, il y a quelque chose de très très juste que tout le monde peut comprendre, c'est qu'effectivement,
à moins, peut-être, alors on a plus de mal à le comprendre quand on est jeune, quand on a 17, 18 ans, 19 ans, parce qu'on se croit, j'ai envie de dire immortel, mais quand même très rapidement... On a très peur de la mort aussi. Hein. Oui, mais quand même, la mort est moins, me semble-t-il, est moins présente et elle devient de plus en plus présente au fur et à mesure qu'on vieillit. C'est quelque chose qui est, c'est le privilège de l'âge, si je puis dire. C'est de se rendre compte à quel point cette question de la mort devient plus présente au fur et à mesure que les années passent et on commence à calculer en gros le temps qui pourrait nous rester. Mais bon, ça c'est des données importantes, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Heidegger, c'est le fait que je meurs, le fait que le Dasein meurt, c'est une détermination qui est constitutive de son être et, j'ajouterais, constitutive de son ouverture à l'être. Et c'est pourquoi Heidegger envisage, notamment dans Être et Temps, il envisage notamment ces déterminations qu'il appelle des existentiaux, pour justement bien distinguer ce qui caractérise le Dasein et les autres êtres. Ces existentiaux, il les envisage toujours dans la perspective de la question de l'être. Et donc, si Heidegger consacre des pages entières, de nombreuses pages à la mort, à la question de la temporalité finie du Dasein, c'est parce que pour lui, cette détermination, cette existentielle, est une condition pour pouvoir poser la question de l'être. Il ne faut jamais oublier que Être et Temps, en un sens, c'est un livre qui est préparatoire, puisque on s'interroge sur cet étant qui est l'homme, cet étant qui a un mode d'être très particulier, qui est relation à l'être, et donc on va s'interroger sur le Dasein en tant que précisément on va préparer la question de l'être en général. Mais il faut beaucoup de courage pour regarder la mort bien en face. Et Heidegger, toujours dans Être et Temps, on en parlera plus précisément mercredi en compagnie de Françoise Destur, mais décrit aussi, et là c'est là où il est absolument formidable, les stratégies d'esquive que le Dasein met en place pour ne pas penser à la mort. Et ces stratégies d'esquive, eh bien, ce sont notamment l'existence quotidienne, le bavardage, le on dont on parle depuis le début de l'émission, dont on parle, hein, une fois qu'on y prête attention, on se rend compte qu'on dit toujours le mot on, et que ce sont autant de dimensions de l'existence que Heidegger qualifie d'inauthentiques, mais qui sont toutes aussi constitutives de notre existence que la mort. Oui. Il y a un rapprochement qu'on peut faire, c'est le rapprochement de ces pages avec les très beaux fragments que Pascal consacre au divertissement. Je crois que là, la comparaison est assez, va assez de soi, parce que il y a cette idée commune, à l'un et à l'autre, cette idée commune selon laquelle, alors Pascal dira l'homme, mais l'homme ne cesse de fuir sa condition. Il ne cesse de fuir sa condition misérable. Alors, il y a une différence, c'est que pour Pascal, c'est la misère de la condition humaine sans Dieu. Donc là, on a une perspective qui est religieuse, théologique. Néanmoins, il y a bien un point commun, c'est cette idée de divertissement qu'il faut prendre au sens étymologique, c'est-à-dire qu'on se détourne. Et pour Heidegger, effectivement, nous ne cessons... Alors, il ne faut pas non plus... il faut bien saisir la chose. C'est qu'il ne s'agirait pas de dire, maintenant, il faut que je ne pense qu'à la mort à tout moment. C'est ça. Non. Mais il faut comprendre que, effectivement, on se détourne. On se détourne de notre propre condition, de notre propre être jeté, de notre propre finitude, et que la pensée, la philosophie véritable, exige qu'on affronte notre condition, notre être jeté, notre être mortel, et qu'on se pose au moins une fois la question, et on se la posera peut-être plus d'une fois, la question du sens de l'être. Mais à cette différence près peut-être que lorsque Pascal écrit sur le divertissement, qu'il constate que le plus grand malheur de l'homme vient du fait qu'il ne puisse pas rester seul dans une chambre parce que justement du coup il serait face à sa propre mort, qu'il fait tout pour fuir cela, il condamne à la fois cette attitude et en même temps il sait bien que l'homme ne peut pas faire sans. Qu'en est-il pour Heidegger? Heidegger parle quand même d'existence inauthentique à l'égard de l'existence quotidienne. Mais, il a l'air beaucoup plus sévère encore. Alors ici justement, il faut bien souligner le fait que Heidegger, alors ça paraît un paradoxe au début, il dit mais on va laisser de côté toute considération morale. Et donc effectivement l'homme est d'abord des possibilités, et c'est ça qui caractérise l'existence, c'est que l'existence ce sont des possibilités, ce ne sont pas des déterminations telles que le rouge de la carafe, etc. L'homme, ce sont un être... Pour un Dasein, c'est être des possibilités. Il y a deux grandes possibilités, l'authenticité et l'inauthenticité. Mais, souligne Heidegger, il ne faut surtout pas vouloir établir entre ces deux possibilités une hiérarchie morale. Alors, comment l'interpréter ça? C'est un point un petit peu délicat. Je vous propose mon interprétation. C'est que ici, Heidegger veut surtout pas être assimilé à ce que j'appellerais le moraliste du sens commun. Moralisateur même. Le moraliste moralisateur du sens commun. Mais il y a peut-être dans Être et Temps
une autre morale, ce que j'appellerais une morale par-delà bien et mal, en souvenir de Nietzsche, une morale qui justement ne serait pas une morale du sens commun et qui à ce moment-là se poserait la question de l'existence, de la manière dont on va vivre et la question donc de l'authenticité et l'inauthenticité. Je dirais que dans ce cadre-là, il ne faudrait pas faire de l'inauthenticité le mal et de l'authenticité le bien. Ce serait manqué. L'authenticité étant le fait de voir la mort en face. Hein. Voilà, il faut le préciser. L'authenticité, justement, c'est assumer son être tel qu'il est. C'est-à-dire aussi comme être mortel, être jeté, etc. L'inauthenticité, au contraire, c'est fuir son être. Mais effectivement, il faut aussi s'occuper de sa famille, il faut s'occuper de ses enfants, il faut s'occuper de son travail, il faut gagner sa vie, etc. Et donc ici, il ne faudrait pas simplifier, caricaturer et faire donc de l'authenticité une exigence permanente et de l'inauthenticité ce qu'il faut fuir en permanence. Non, nous sommes des êtres qui vivons aussi avec les autres. Et donc, je mets des chaussettes rouges parce que c'est la même mode de mettre des chaussettes rouges, etc. C'est pas du tout intéressant. Simplement, il ne faut pas que l'inauthenticité prenne le pas au point que j'occulte totalement cette dimension, cette possibilité existentielle qui effectivement demande de la résolution, qui en un sens demande du courage, c'est affronter son propre être. Puisqu'on a ainsi sur la dimension peut-être morale ou justement amorale de ce texte, sur la difficulté de juger ce qui est, on va retrouver Emmanuel Lévinas qui nous disait tout à l'heure qu'il considérait Être étant comme un des plus beaux livres de la philosophie occidentale. Le même Emmanuel Lévinas exprime aussi la réticence qu'il a à lire Heidegger après Être étant, de par ses engagements politiques. Écoutez-le. Ce que je veux dire cependant, après toute l'admiration que je parlais pour Zeit, je dois vous dire que l'œuvre ultérieure de Heidegger, elle ne m'a jamais produit le même effet. Je dis que non pas qu'il fût insignifiante, mais elle me paraît toujours beaucoup moins convaincante, et cela tout à fait indépendamment des engagements politiques de Heidegger que je n'ai jamais oubliés. Heidegger ne s'est jamais disculpé pour moi de sa participation au national-socialisme. Mais je dis, mais c'est indépendamment de cela que cette œuvre ultérieure m'a produit une impression beaucoup plus faible. Difficile, Philippe Cabestan, d'aborder et de commencer une semaine sur Être étant sans affronter cette question-là. Je disais en début d'émission que Être étant était un texte redoutable, effrayant. C'est aussi à cause de la postérité même, pas simplement du texte, mais de Heidegger lui-même, qui, je le disais, des années plus tard, va prendre sa carte au Parti national-socialiste allemand, ce qui est le parti nazi. Il ne la rendra qu'en 1944. On a eu, il y a 2 ans, je crois, la publication en français d'une partie des cahiers noirs d'Heidegger, dans lesquels on trouve des propos antisémites. Quelle est votre position à ce sujet? Faut-il, de ce fait, du constat implacable de l'antisémitisme d'Heidegger, disqualifier complètement sa pensée, ou si c'est pas le cas, comment fait-on pour composer avec? Parce que c'est loin d'être un détail, si j'ose dire. C'est loin d'être un détail, et la question est pas facile. Bah oui, c'est pour ça que je la pose en dernier. On va quand même essayer d'y répondre honnêtement. D'abord, on ne peut que souscrire à ce que dit Emmanuel Lévinas lorsqu'il souligne que Être étant fait partie des 4 ou 5 grands livres de notre histoire de la philosophie. Et là, on peut pas le nier, ça me semble difficile de laisser ça de côté. En même temps, il faut pas oublier qu'effectivement, Heidegger a été membre du parti nazi, qu'il s'est engagé, etc. Donc, comme vous l'avez rappelé très justement. Alors, toute la question est de savoir dans quelle mesure, au fond, ces engagements portent une ombre, pour reprendre une expression qui a eu son heure de gloire, porte une ombre sur l'œuvre philosophique elle-même. Est-ce qu'on peut complètement séparer ces considérations sur l'être du Dasein, sur le sens de l'être, et puis les questions politiques? Là, je dirais qu'il serait certainement trop facile de dire que ça n'a rien à voir. Est-ce que la manière dont Furtwängler dirigeait l'orchestre de Berlin avait rien à voir avec son engagement? C'est un chef d'orchestre qui s'engage dans le nazisme. Voilà. Alors on peut aussi se poser cette question. Il me semble difficile de considérer que les engagements politiques n'ont rien à voir de Heidegger, n'ont rien à voir avec sa pensée ontologique. En même temps, il faudrait essayer de trouver aussi la bonne distance, parce que on peut pas dire non plus que, alors même si cette thèse a été soutenue, on peut pas dire non plus que Être étant soit un tract nazi ou un manifeste nazi. Ça serait absurde. Et bon, je crois qu'il faut toujours lire Heidegger, il faut le lire en sachant qu'il a été aussi membre du parti nazi, ne pas l'oublier.
Voilà, je crois Voilà, que... c'est possible de faire la part des choses sans Essayer de sans faire la part des éteindre choses. toute capacité de juger, surtout, d'ailleurs. c'est qu'il y a différents textes de Heidegger. Alors évidemment, quand on attaque la lecture des cahiers noirs, c'est autre chose, puisque là, il y a des formules qui sont nettement antisémites, bon, qui aussi doivent être comprises, resituées dans le contexte, mais il faut le reconnaître, il y a des formules antisémites, et il faut pas... Bon, ça fait partie. Vous savez, moi je travaille beaucoup sur Sartre, et parfois je fais une comparaison un peu audacieuse et risquée, et je me fais taper sur les doigts. Vous savez, Sartre, quand il était membre du Parti communiste à l'époque stalinienne, c'était peut-être pas beaucoup mieux, hein, et après soutien des Mao dans les années 70, après la révolution culturelle et tous les drames, les tragédies qui se sont déroulés, bon, mais ça veut pas dire qu'il faut pas lire Sartre. Non, et la question, c'est voilà, peut-on juger l'œuvre sans juger l'homme? Voilà. Young to die, but too old to survive. I've spent too long trying to write this song. The tune is okay, but the words are all wrong. Maybe it's time for a change. I've lived a life since the day I arrived, building my dreams, grand romantic schemes. Now I'm 28, but I'm still in my teens. Well, maybe it's time for a change. Now it's time to say goodbye to my suit, my shirt, my tie, my youth. Too Young to Die, The Divine Comedy. Et oui, si nous savons que nous allons mourir, ne sommes-nous pas toujours trop jeunes pour mourir? C'est bien la question que pose cette chanson et qu'on peut se poser à la lecture d'Être étant. Un grand merci à vous, Philippe Cabestan, d'être venu nous aider à lire ce livre. Merci. J'espère que vous en aurez encouragé plus d'un à se lancer dans la lecture de ce texte qui ne laisse pas indemne. Et on continue évidemment demain la lecture en compagnie de Bruno Pinchard. On se demandera si la métaphysique a oublié l'homme. Les éléments que vous avez donnés aujourd'hui, Philippe Cabestan, nous permettent peut-être de comprendre mieux cette question. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, à 10h48, il est temps de retrouver les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a d'ailleurs des choses à dire sur Heidegger dont vous parlez, Michel Foucault. Oui, c'est exactement ça Adèle. En 1982, plus précisément du 31 mai au 26 juin, il y a donc tout pile 35 ans, Michel Foucault tenait un cycle de conférences et un séminaire à l'université Victoria de Toronto sur le thème et sous le titre du « Dire vrai sur soi-même ». 35 ans plus tard, donc voici la publication de ce séminaire et de ces conférences qui s'inscrivent dans l'ensemble des recherches de l'époque pour le philosophe. Dès le début des années 80, et c'est ce qui constituera d'ailleurs ses ultimes travaux de recherche, Foucault se penche en effet sur ce concept que l'on entend dans le titre de ce recueil, le soi, et plus précisément le rapport que l'on peut entretenir avec soi-même. Qu'il s'agisse de la culture de soi dès le début de l'année 82 avec ses cours au Collège de France, qu'il s'agisse aussi de la parésia que l'on peut traduire par franc-parler, notion elle aussi antique à laquelle Foucault va consacrer ses travaux de 83 et 84, ou qu'il s'agisse encore des 2 derniers volumes de son histoire de la sexualité, où le souci de soi donne même le titre au 3e volume paru en 84. Le soi et le rapport à soi-même, voilà donc ce qui intéresse Foucault dans cette première moitié des années 80. Mais le rapport de soi, comme il l'annonce dès l'ouverture de sa première conférence, qui s'instaure à partir de ce qui est interdit. Comment le sujet a-t-il été amené dans nos sociétés à se déchiffrer lui-même à propos de ce qui lui a été interdit, demande Foucault. De cette très vieille question des rapports entre ascèse et vérité apparaît ainsi tout un ensemble de problématiques. Pourquoi la vérité de soi irait-elle nécessairement avec un comportement ascétique? Comment, en purifiant son âme, comme le préconisent les antiques, accède-t-on à un vrai soi? Et même,
soi-même. Quelle serait alors la vérité de ce soi? S'agirait-il d'un déchiffrement de notre moi ou la transformation en un soi bon et vertueux? Mais surtout, pourquoi donc, qu'il s'agisse de Socrate ou du christianisme que Foucault étudie aussi, le rapport à soi serait-il de l'ordre de la vérité? Pourquoi le souci de soi devrait-il au final s'articuler avec la connaissance de soi? Excellente question avec laquelle on va essayer de répondre, à laquelle on va essayer de répondre avec Foucault, donc, avec ce livre. Foucault et ses conférences et ce séminaire qui s'appelle donc Dire vrai sur soi-même et qui sont parus chez Vrin. Merci Géraldine, merci à tous. Les chemins de la philosophie, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur Être étant d'Heidegger. Je l'ai dit tout à l'heure, la métaphysique a-t-elle oublié l'homme? Ce sera la question que je poserai à Bruno Pinchard. D'ici là, pour réécouter cette première émission sur Être étant, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la podcaster, la télécharger afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, est également téléchargeable la chronique de Géraldine Mossin-Savoie, les 2000 papillons. Tous les jours, évidemment, je remercie à l'issue de cette émission Yvan Morane qui a lu les textes, Olivier Bétard qui a réalisé cette émission, Alexandre Dang qui était à la prise de son, ainsi que l'équipe des chemins de la philosophie, c'est Marianne Chassor, Marie Aubert cette semaine, Antoine Ravon, Livia Garrigue et Nicolas Bouteloup. Rendez-vous sur Facebook et Twitter, nos comptes Facebook et Twitter, nous attendons vos remarques et commentaires. Et puis à 11h sur France Culture, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde. Bonjour Florian.